Voilà, je suis à la manœuvre. Ben, écoutez, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir après cette petite pause. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes avec vos proches, en famille, avec ceux que vous aimez. Et puis, bien sûr, toute l'équipe de Secret Planet se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année. Voilà, plein de bonheur, des petits et des grands. On a le plaisir ce soir d'être avec Renaud, qui nous revient du Ladakh. Renaud Fulconis, donc, qui est le responsable de Saiga, qui est notre activité, comme vous le savez, de voyage au cœur de la biodiversité. Donc, Renaud revient de quelques semaines en fait au Ladakh, où il est parti pour accompagner donc des voyageurs, des participants, des passionnés, donc sur la rencontre en fait, si possible, si on pouvait la trouver, de la fameuse Panthère des Neiges. Donc, on va retrouver Renaud dans quelques secondes. En attendant, moi j'en profite pour vous dire que Saiga est une activité qui est au cœur de Secret Planet et depuis longtemps, c'était en fait notre premier engagement quelque part pour la planète quand on a décidé donc de reprendre cette activité qui était vraiment dédiée au voyage au cœur d'ONG qui se battent pour la préservation donc, de cette planète. Et pour ceux qui nous suivent depuis une dizaine d'années, on a eu quelques programmes emblématiques, dont celui très connu de Help Congo, donc, qui est cette ONG au Congo donc Brazzaville, qui est donc un sanctuaire en fait pour les chimpanzés. Et puis d'ailleurs, la zone elle-même pour d'autres acteurs de la biodiversité et puis plein d'autres ONG avec lesquelles on a travaillé donc, depuis plus de 20 ans, en fait, parce que Saiga avait été fondé à La Rochelle par Philippe Marais en 1996. Et en fait, ça a préfiguré donc, notre engagement qu'on avait quand même chevillé au corps pour cette planète. Vous savez que depuis, on a développé donc, le calcul de l'empreinte carbone pour l'ensemble de nos voyages dans une logique de sensibilisation d'abord. Ça, c'était il y a 4-5 ans. Et puis, il y a quelques mois, on a décidé tous collectivement ici de nous engager en fait sur une réduction même de notre empreinte carbone annuelle, c'est-à-dire de se fixer un budget carbone annuel en décroissance de 5% par an dans la logique des accords de Paris, hein, dont vous avez dû entendre parler. Et, bon, je pense que dans notre domaine donc des voyagistes, on doit être très peu dans le monde à avoir pris cet engagement. Voilà, donc j'ai assez parlé, seulement 2 rendez-vous peut-être à définir qu'en plus sont assez amusants parce qu'ils sont reliés au sujet d'aujourd'hui. D'abord, le mercredi 25 janvier, vous avez rendez-vous avec Damien Tracoula et François Pillon, donc, qui sont nos spécialistes de l'Asie centrale, qui vont donc vous parler de tous ces pays qui, pour la plupart, sont en STAN, Pakistan, Tadjikistan, Kirghizistan, etc. Voilà, donc ça va être une webconférence sur nos voyages d'aventure et nos expéditions donc, dans tous ces pays d'Asie centrale, qui sont d'ailleurs principalement des voyages d'été, hein, on va dire de mai à septembre, mais pas que, on a aussi des voyages d'hiver, ils vous en reparleront. Et puis moi, je vous retrouverai le 22 février pour vous parler du Snow Leopard, alors pas de la Panthère des Neiges elle-même cette fois-ci, mais de ce fameux challenge qui est probablement un des plus beaux, des plus ambitieux et des plus rares, qui est en fait l'ascension des 5 plus hauts sommets de l'ex-Union soviétique. Et donc, c'était d'ailleurs les frères Balakov qui avaient qui avaient initié cette quête en fait de ces 5 sommets. On retrouve le pic communisme, Pobeda, pardon, et puis d'autres encore, Korzenevskaya, le pic Lénine. Donc, qui sont donc ces 5 sommets les plus hauts de l'Union soviétique et qui forment donc ce challenge du Snow Leopard, comme on a les Seven Summits, voilà, pour ceux qui sont intéressés par les expéditions en haute montagne. Donc ça, ce sera le 22 février. Voilà. Renaud, comment ça va? Ça va très bien, Eric, merci. Ça va très bien. Ça me fait un peu bizarre d'être à cette place, puisque même si je suis toujours assis sur ce canapé quand je fais les webconférences, je suis généralement à ta place. C'est généralement moi plutôt qui pose les questions. Donc, je suis ravi d'être là, de pouvoir partager ce moment avec toi et puis avec vous tous, puisque je sais que vous êtes particulièrement nombreux ce soir. Absolument, hein, tout à fait nombreux. Donc Renaud, tu accompagnais donc récemment, comme je le disais, ce groupe pour Saiga, donc au Ladakh, sur les traces de la Panthère des Neiges. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ce voyage? Oui, alors peut-être pour faire simple, je dirais que ça s'est passé d'une manière assez conforme à ce que nous avions prévu. Donc on a atteint l'objectif, on a réalisé le programme d'une manière assez, euh,
comment dire, conforme à ce qui était indiqué. Donc nos 4 voyageurs avaient le sourire. Je pense que je peux le dire ça. Je sais qu'il y en a au moins un d'entre eux qui est là ce soir. On a vu la panthère, on va bien sûr en reparler. On a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait très beau, même s'il a fait très froid. Et là aussi, je vais y revenir. Et puis, on a une équipe locale qui est assez géniale, avec des pisteurs qui sont tout à fait exceptionnels et qui ont une expérience incroyable et une vraie capacité à dénicher l'animal dans son environnement. Et puis peut-être une petite touche personnelle qui est serait de dire que je me suis senti particulièrement privilégié, alors non seulement d'accompagner un groupe sympa, parce que c'est évidemment pas toujours aussi simple, mais ensuite parce que le Ladakh, c'est une région assez formidable, en tout cas quand on aime les paysages plutôt désertiques et cette notion d'isolement qui est vraiment caractéristique de cette région du monde. Et puis être dans l'environnement d'un animal qu'on ne voit pas toujours en sachant que lui est peut-être en train de nous observer, moi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc je peux même dire que le voir est un vrai plus et évidemment c'est l'objectif, mais qu'au final, le simple fait de pouvoir aussi tenter de nous fondre dans l'environnement pour tenter de l'apercevoir, ça procure aussi des sensations qui sont assez géniales. Donc, par rapport à cette photo que tu viens de passer, bah oui, on passe beaucoup de temps dans la tente. Donc, ça, c'est tout à fait caractéristique aussi d'un séjour Panthère des Neiges, parce qu'on est dans des zones qui, le plus souvent, sont des zones pas habitées ou peu habitées. Donc, on dort sous la tente. Là aussi, je vais y revenir. Et puis, on est bah, très souvent en observation. Mais donc là, pour dire que bah, cette position, là, on voit le petit groupe avec les yeux vers le ciel. Et ben, en effet, c'est la position classique dans laquelle on est une grande partie de la journée, puisqu'on cherche la panthère, donc on passe notre temps à scanner le paysage. Alors, quelles sont les conditions en fait d'un voyage de ce type et est-ce que fondamentalement il est ouvert à tous? Alors, je vais commencer par répondre à cette question par la deuxième partie de la question, c'est-à-dire non, je pense que ce serait malhonnête de dire que ce type de voyage est ouvert à tous. D'abord parce qu'on est en altitude, hein. Alors, les panthères des neiges vivent à partir de 500 mètres d'altitude, mais ça, c'est valable pour la Russie et il n'y a pas de voyage organisé pour aller voir les panthères des neiges en Russie. Donc, le plus souvent, l'altitude moyenne d'observation, elle est aux alentours de 4000 mètres. Donc, on trouve des panthères des neiges jusqu'à des altitudes qui vont un peu au-delà de 5000. Mais dans le cadre du Ladakh, là, on était en permanence entre 4 et 5000 mètres d'altitude. Donc, Leh, qui est la capitale du Ladakh, est à 3500 mètres. Et donc, on est monté légèrement pour rejoindre l'endroit où était la tente qu'on a aperçue sur une des photos précédentes. Donc, le premier campement était à 4100 mètres très exactement. Et puis, à partir de là, on évolue donc à pied, bien sûr, avec forcément des difficultés à respirer. Et donc, on évolue jusqu'à 4500 mètres. Hein, donc, on a gravi 400 mètres de dénivelé positif pendant ces différents jours de recherche. Donc ça, bien entendu, ça peut être un petit peu difficile. Donc, il y a un petit peu de temps d'adaptation qui permet de rendre les choses moins compliquées. Pour autant, bien sûr, on a un peu de mal à respirer. Pardon, il ne fait pas très chaud. En l'occurrence, il faisait le plus chaud qu'on ait eu. Je pense que c'était entre -5 et -10 degrés. Et puis, il fait -15 la nuit, donc on est très bien équipé. Donc, bien sûr, les recommandations pour les voyageurs, c'est de venir avec les vêtements adéquats. Et puis ensuite, sur place, on fournit aux voyageurs une tente de qualité, un duvet de qualité, des couvertures en plus, un matelas, des bouillottes, du thé chaud, enfin tout ce qu'il faut. Mais pour autant, il fait quand même assez froid. Donc ça, c'est les aspects qui peuvent, pour certains, rendre le voyage un peu compliqué. Puis je pense d'ailleurs que ce qui est représentatif de ce paradoxe, c'est le nombre de participants à cette webconférence et finalement la difficulté qu'on peut avoir à vendre un voyage Panthère des Neiges. Parce qu'en effet, bah, aller dormir sous la tente par -15 pour passer du temps ensuite dans la montagne à crapahuter en ayant du mal à respirer, c'est pas toujours bah, forcément facile à appréhender pour certains. Pourtant, incontestablement, faire l'effort de passer ces difficultés rend le voyage absolument exceptionnel. De toute façon, on va à la vitesse du moins rapide, hein, toujours, ou du plus lent. Donc, il n'y a pas de course, il n'y a pas une personne qui est plutôt moins sportive, qui est obligée
d'aller au-delà de ses capacités pour pouvoir suivre les personnes plus rapides. Donc, on va vraiment à la vitesse du plus lent. Et puis surtout, dans un voyage Panthère des Neiges, comme souvent dans des voyages d'observation d'animaux, en particulier pour les animaux difficiles à observer, on passe beaucoup de temps arrêté, en fait. Donc, on est plus souvent à l'arrêt qu'en déplacement. Et donc là, la difficulté, c'est plutôt la résistance au froid que la difficulté physique. Donc, ce qui caractérise ce type de voyage, c'est l'isolement, puisque dans la totalité des zones d'observation, on était toujours tout seul, hein, on n'a même pas croisé d'autres groupes ou exceptionnellement seulement quelques locaux. L'altitude, donc, comme je disais, la température, mais aussi des paysages à couper le souffle, hein. Alors, parfois, on a un peu l'impression d'être sur ce qu'on connaît de la Lune, mais c'est vraiment à couper le souffle. Et puis, il y a quand même, bien sûr, des animaux. Et comment en fait s'organisaient vos journées? Parce que voilà, vu d'ici, ouais, comment ça s'organisait? Alors, la journée, elle commence toujours de la même manière, avec l'arrivée d'un des membres de l'équipe locale qui vient donc nous réveiller, donc il s'approche de la tente de chacun, et qui, avec un petit mot, nous invite à ouvrir de manière à récupérer du thé ou du café chaud, hein. Donc ça, en fonction de nos souhaits, on a une boisson chaude pour le réveil. Donc ça permet de se mettre un peu en action, donc de parvenir à sortir du duvet pour boire cette boisson chaude. Et puis ensuite, on se rend vers la tente repas, qui est une des tentes, enfin la tente commune dans laquelle on passe du temps le midi quand on revient au camp, et puis bien sûr surtout le soir, et puis donc pour le petit déjeuner. Et donc c'est une tente qui est chauffée et dans laquelle donc on a le petit déjeuner. Donc on passe ensuite un certain temps autour du petit déjeuner. Et puis ensuite, c'est variable. C'est-à-dire que ce qui caractérise la recherche des panthères des neiges, c'est que l'équipe locale va être en observation soit, donc voilà, donc ça c'est la tente, la tente dans laquelle on a passé pas mal de temps à manger, parce qu'on passe aussi beaucoup de temps à manger, puis en plus on mange bien, donc ça c'est très agréable. Et donc ensuite, oui, il y a donc deux possibilités. Soit on observe à proximité du camp, puisqu'on a à 360 degrés autour du camp la probabilité, la possibilité d'observer des panthères des neiges, et en tout cas certaines de ses proies. Et puis sinon, le responsable des pisteurs, qui s'appelle Jigmet, envoie ces gars, donc là ils étaient 4, dans différentes directions avant même le lever du soleil, en tout cas avant notre lever à nous, de manière à ce que chacun puisse multiplier les chances soit de voir l'animal, soit de trouver des proies potentielles, soit de trouver des traces. Donc c'est des traces directes, hein, évidemment des traces dans le sol, mais ça peut être aussi des poils qui sont accrochés dans la pierre, du marquage, des crottes, bien sûr. Et puis ensuite, en fonction de ces informations, donc soit ils ont décidé qu'on reste au camp, et là, on reste en observation pendant un certain temps. Donc là, on voit en effet Jigmet, le chef pisteur, avec sa longue vue, en train d'observer les montagnes aux alentours à plusieurs kilomètres, hein. Ce sont des longues vues qui ont une capacité d'observation vraiment à très grande distance. Donc, on peut voir une panthère des neiges vraiment sur la dernière montagne là, de cette photo, tout au loin. Et puis, donc, en fonction de ça, soit on reste sur place, soit on part, comme je le disais au début, en cheminant sur ces chemins de cailloux à notre rythme pour tenter de l'observer. Si on est parti sur le terrain, l'équipe locale nous apporte de quoi déjeuner. Donc, ils nous rejoignent un peu plus tard dans la matinée avec des plats chauds. Ça, c'est assez réconfortant de pouvoir, pour tout le monde, assez réconfortant de pouvoir manger chaud et de qualité le midi. Et puis ensuite, on repart, on se met en marche. On a un thé également qui nous est donné dans l'après-midi. Et puis ensuite, on revient au camp vers 4 heures pour la fin de la journée et le dîner. Et Voilà. pendant la journée, donc il fait quelle température en fait? Alors là, on n'a jamais eu de température positive, hein, donc je disais, on est entre 4100 et 4005, donc on avait entre -5 et -10 pendant la journée. Et donc le soir, ça tombe à -15, -20. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Vous dormez à quelle altitude? Eh ben, le camp, donc pour la première partie du voyage, on était dans le campement dont on a vu une photo au tout début, donc qui est à 4100 mètres.
Et le village d'Oulé dans lequel on est allé dans la deuxième partie du voyage, où là on dormait dans un homestay, donc dans du dur, on le verra un petit peu plus tard dans le film, et ben ce village est également à 4100 mètres d'altitude et donc il faisait des températures assez similaires. Alors moins froid dans la maison, mais quand même, s'il n'y a pas de poêle dans les chambres, il y a une température négative. Donc dans ma chambre, il n'y avait pas de poêle, donc j'avais pas loin de zéro ou parfois un tout petit peu plus. Et dans les autres chambres, il faisait des températures un peu supérieures à zéro. Pas de poils de panthère des neiges. Non, 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 pas de, heureusement, pas, pas de vêtements en panthère des neiges, mais par contre, on a des grosses couvertures pour la nuit. Voilà, ça, c'est pas, ça manque pas, ça. Et donc, on voit Jigmet orienter sa longue vue là, sur un point donné. C'est quoi son approche? Il a une méthodologie un peu, c'est-à-dire qu'il sait que fondamentalement, il y a des couples ici, une femelle là avec son petit dans le coin, plutôt dans cette zone. Elle a été vue, il y a des rabatteurs. Comment ça se passe en fait? Alors, en fait, quand on regarde à 360 degrés, à moins d'avoir une vue à 10 ou 15 kilomètres, et là, on n'aurait plus la capacité d'observation à une telle distance, mais donc généralement, quand on regarde à 360 degrés, la chance que nous avons, c'est de voir une panthère. Parce que le territoire de la panthère des neiges, il est immense. Alors, il est très variable d'un pays à l'autre, hein. Tout ça, c'est évidemment en lien avec la densité de l'espèce par pays, hein. On trouve des panthères des neiges dans 12 pays différents. Donc, le pays dans lequel il y en a le plus, c'est la Chine. Euh, au, Au Ladakh, comme d'ailleurs dans les autres pays, et la Chine enfin, n'est pas une exception, on ne sait jamais très bien combien elles sont, hein. Donc, en gros, on peut considérer au Ladakh qu'il y en a entre 200 et 600. Mais donc déjà, c'est une grande différence, hein, d'estimation, mais sur une superficie qui fait 75 000 km². Donc en fait, si jamais on voit une panthère, bah, c'est la panthère du coin en fait. C'est une panthère qui est là pour un certain temps, parce qu'en général, elle passe parfois quelques semaines dans une zone et puis elle se déplace dans une autre. Alors, elle peut être seule, et si elle n'est pas seule, c'est qu'elle est soit en période de reproduction, mais ça, c'est plutôt la fin de l'année. Donc là, on était, enfin, même le début de l'année. Donc là, c'était encore un peu tôt pour être à la période de reproduction, parce que les petits naissent au mois de mai. Donc, ça veut dire qu'en novembre, puisqu'on est parti là-bas fin novembre, on aurait pu encore voir une femelle avec un petit. Donc, quand on voit deux animaux, et même parfois trois, c'est une femelle avec son jeune ou avec ses jeunes. Mais la manière de les trouver, comment est-ce qu'on déniche une panthère des neiges, ça c'est vraiment la bonne question. C'est-à-dire, une observation directe est possible. Donc pour ça, on commence par regarder les crêtes, parce que la panthère des neiges, elle regarde toujours ses proies par le dessus. Donc on a beaucoup plus de chances de l'observer en hauteur que plutôt en bas de la montagne qu'on observe. Et puis ensuite, ce qui est un formidable indicateur, c'est les proies potentielles. Donc, les ibex, les grands barrals, qui sont les proies principales des panthères des neiges, sont des animaux qui sont de vrais révélateurs de la présence possible de l'animal. Donc, en fonction de leur manière de réagir, de leur manière de se comporter, donc d'un stress qui peut être notable au sein d'un groupe, eh ben, on peut supposer qu'il y a une panthère des neiges dans les parages. Donc, soit on voit les animaux interagir d'une manière un peu différente, donc avec vraiment du stress et des animaux qui commencent à regarder autour d'eux et puis à se rapprocher les uns des autres, et on voit qu'il y a de l'activité et on considère qu'il n'y a pas de raison. Donc, s'il n'y a pas de raison, c'est que la raison, c'est peut-être que la panthère des neiges n'est pas loin ou qu'il y a pour eux un signe indiquant sa possible présence ou clairement sa présence. Donc, on regarde ça, et puis sinon aussi, bien sûr, on suit les traces. Donc, quand on marche dans la montagne, comme je le disais tout à l'heure en réponse à une de tes questions, on suit ces traces, c'est-à-dire que alors soit il y en a, soit il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, bah, parfois on cherche des traces, ça peut aussi être une probabilité. Mais si jamais on en a, et de surcroît qu'elles sont fraîches, donc avec une marque très distincte dans le sable, avec une direction très claire, et puis surtout une direction cohérente, hein, donc elle va toujours dans la même direction, la trace est très nette et très claire, ça veut dire qu'elle était peut-être là le matin ou la veille. Donc là, on a une possibilité de l'observer qui est beaucoup plus importante. Et alors, est-ce que vous l'avez vue, cette panthère? Alors, est-ce qu'on l'a vu? Oui, la réponse est oui. Alors peut-être pour ça, je peux te suggérer de lancer ce petit Alors, montage de quelques je- minutes je seulement. vais essayer. Absolument. C'est un montage de quoi? De 4-5 Oui, minutes? 4-5 minutes, ouais. Ouais, ouais.
Alors, Aliénor? C'est trop cool. Il va être un petit mot. Sébastien? Ça fait pleurer ce connerie. Elle va s'approcher de la crête alors? Ouais. Là, elle remonte. Là, j'ai juste envie de prendre le téléphone et d'appeler tout le monde en France pour faire Voilà, Oulé, il y a la maison marron là-bas qu'on voit, la première avec les fenêtres colorées. C'est là qu'on va dormir. Je suis obligée de le dire, on l'a vu quand même. Ça fait quelque chose à l'intérieur, je ne peux pas le dire autrement. Et puis sinon, c'est un tout, quoi. Il y a le Ladakh, la nature du Ladakh, les gens du Ladakh, tous les autres animaux du Ladakh. Traquer la panthère des neiges, même plus que de la voir, ça a été une super expérience. On a rencontré plein de gens très chouettes, très souriants. Donc vraiment, j'ai très envie de revenir. Des souvenirs plein la tête, des étoiles plein les yeux et des rencontres. Vraiment, c'était magique. Voilà, on serait bien resté quelques jours de plus, mais bon, il faut partir. Génial, donc très beau voyage. La seule chose pour finir, on quitte le royaume des neiges qu'on a pu voir ce matin en y laissant sa reine et tous ces mystères. Merci Renaud là, pour ce témoignage émouvant. Hein, tous les participants ne reviennent pas indemnes, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que c'est un voyage qui remue parce que voir la panthère, c'est le plus, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Et là, ce que je trouve aussi notable dans cette petite vidéo, c'est qu'on m'entend respirer en fait. Et je suis plutôt assez jeune et sportif, et malgré tout, j'ai un peu de mal à respirer, donc je suis sans doute un peu ému également. Mais bon, donc oui, pour répondre à ta question, comme on le voit dans le film, on l'a vu, et donc ce qui est intéressant d'ajouter, c'est qu'on l'a vu à très grande distance. Donc en fait, on l'a vu à très grande distance, mais pendant une longue durée, puisque ce petit passage vidéo qu'on voit là, pris en fait par le téléphone qui est accroché à la longue vue, on est resté en observation pendant une bonne vingtaine de minutes en fait, mais elle est à grande distance. Donc quand je pose la question, que je montre cette vidéo et que je dis à combien est-elle à votre avis, les gens disent généralement peut-être 500 mètres, 1 kilomètre. En fait, elle est à 3,5 km. Donc elle est vraiment très très loin. Et donc déjà, ça veut dire que on a un super pisteur qui a été capable de dénicher
une vraie aiguille dans une botte de foin à une distance assez phénoménale. Et puis ensuite, c'est finalement de pouvoir l'observer de cette manière pendant si longtemps et de la voir évoluer. Alors là, c'est pas une chasse, hein. Voir une chasse, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau, une chasse ou l'avoir mangé sur une proie, hein, puisque ça peut arriver. Puis quand on la voit manger sur une proie, on a d'autant plus de chances qu'elle passe généralement une semaine sur sa proie et donc on peut revenir tous les jours pour l'observer en train de manger et éventuellement s'approcher un peu. Mais déjà, la voir à distance comme ça, c'est assez exceptionnel. Et donc, pour terminer de répondre à cette question, on l'a vu une deuxième fois, donc dans la deuxième partie de ce voyage, dans la zone de village où on est allé ensuite. On l'a tous vue, personne n'a eu le temps de la photographier ou de la filmer, mais on l'a tous vue à travers la longue vue. Et alors, ce qui est complètement incroyable, et c'est pour ça, Sébastien, à la fin, là, dans ce qu'il évoque, parle du fantôme de la montagne. En fait, c'est vraiment ça, c'est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'on l'a vu descendre d'une montagne à relativement vive allure, descendre dans la caillasse et puis disparaître. Et elle a totalement disparu et on s'est ensuite retrouvé avec 12 pisteurs, puisqu'il y a une autre équipe qui est arrivée, ils se sont appelés, ils sont venus avec nous. Donc 12 pisteurs avec une dizaine de longues vues, plus nous avec nos objectifs et nos jumelles, et on a passé 4 heures à la chercher dans toutes les directions, on ne l'a jamais retrouvée, quoi, en fait. Et le lendemain, on est allé sur le site, donc on a gravi la montagne pour retourner à l'endroit où on l'avait observé la veille. On a très bien retrouvé ses traces, on a suivi ses traces, mais on ne l'a jamais vue, en fait. C'est complètement fou, quoi. Qu'est-ce qui rend finalement si difficile son observation? Alors, je pense qu'il y a 2 raisons principales, une qui est liée à l'observateur et une qui est liée à l'animal. Donc, la difficulté liée à l'observateur, bah, c'est toutes les conditions que j'évoquais précédemment, hein. Donc déjà, aller là, c'est pas à la portée de tout le monde, donc ça rend son observation déjà difficile, parce que passer une journée à se cailler quand même un peu en étant quasiment toujours stationnaire, bah, il faut vraiment en vouloir quand même si le paysage est très beau, c'est quand même un peu compliqué. Donc, et pourtant, les personnes qui étaient là dans ce voyage, Sébastien, Brigitte, Élodie, Aliénor, sont des gens qui s'intéressent aux animaux à différents niveaux, mais en tout cas incontestablement pour eux quatre, mais ne sont pas des absolument passionnés de la Panthère des Neiges, pour qui c'était l'objectif de la vie. Donc ils étaient quand même là pour ça, mais aussi pour le reste. Donc ça, c'est quand même un avantage. Donc d'abord, les difficultés qui sont liées à l'observation de chacun de nous, et puis ensuite, eh ben, la capacité de l'animal à se fondre dans un environnement dans lequel, par ailleurs, elle est seule sur une superficie très conséquente. Donc en fonction des zones dans lesquelles elle évolue, on a plus ou moins de chances de l'observer. Au Népal, il y a plutôt une densité assez forte. En Mongolie, la densité est beaucoup, beaucoup plus faible, donc c'est encore plus compliqué de l'observer. Donc là, on la voit sur la crête, en effet, elle est là au loin. Et donc, voilà, c'est pas si simple de deviner comme ça directement que ça, c'est une panthère des neiges, en fait. Au départ, on dirait simplement, bah, tiens, il y a un caillou. Mais non, c'est une panthère. Donc, si on ne la voit pas bouger, elle peut être là pendant un bon moment. Et d'ailleurs, elle peut être là parfois dans le paysage. Et elle nous regarde amusée d'un rocher et nous, on ne la voit pas. Et d'ailleurs, le dernier jour de la zone dans lequel on était dans le campement, on a trouvé des traces donc de l'autre côté du camp. Donc, il y avait le camp, on descendait à la rivière et puis on remontait dans la montagne en face. Et donc, elle était à peu près à notre niveau, donc à la même altitude que notre campement, mais sur la montagne opposée. Et a priori, elle a passé quelques heures là, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de traces. Et puis, il y avait un endroit où elle s'était couchée. Et on l'a pas vue. Elle nous regardait, mais nous, on l'a pas vue. Est-ce que ça peut être dangereux? Alors, vu la distance, là, on a un peu la réponse aussi, mais est-ce que ça peut être dangereux de partir sur les traces d'un carnivore? Et on va parler d'ailleurs d'un ou deux autres programmes que tu as développés, dont un qui traite aussi donc d'un carnivore emblématique. Mais pour ce qui concerne la panthère des neiges, est-ce que ça peut être dangereux? Alors, en effet, il y a le fait d'être un carnivore, le fait d'être un félin, le fait d'être une panthère, puisque la panthère des neiges, c'est Panthera, hein, au même titre que le lion, au même titre que le léopard, au même titre que le tigre et au même titre que le jaguar. Donc, tout ça, ce sont des panthères. Pour autant, elle est celle avec laquelle, d'abord, les interactions, je le dis depuis le début, sont quand même les plus rares et les plus exceptionnelles. Donc, voir une panthère des neiges,
c'est déjà finalement quelque chose que peu d'entre nous ont eu la chance de pouvoir faire. Et de surcroît, donc prendre un risque avec elle, non. Et puis en plus, c'est un animal qui est très agile, hein. Il suffit de regarder des vidéos sur Internet de chasse pour voir qu'elles sont capables de courir à une vitesse complètement dingue dans des pentes quasiment droites en fait, et d'attraper des proies avec beaucoup de facilité et d'agilité, mais on n'est pas du tout une proie de la panthère des neiges. Donc les pisteurs avec lesquels j'ai pu parler, qui ont eu des interactions beaucoup plus proches, hein, qui ont vu l'animal à quelques mètres seulement, ce qui résulte de cette situation, c'est la surprise, alors qui dans certains cas pourrait conduire évidemment à une attaque, parce qu'un animal qui a peur et qui se sent un peu acculé pourrait toujours attaquer, donc ça reste une probabilité, mais c'est tout à fait exceptionnel. Donc en tout cas non, avec les panthères des neiges, il n'y a absolument aucun danger, aucun risque à marcher sur son territoire. Quels sont, en conclusion, sur ce programme qui est au cœur de Saigal, et les problématiques, les principales menaces qui pèsent sur la panthère des neiges? Oui, alors merci de poser cette question. Évidemment, elle est vraiment importante. Donc, bien sûr, comme tous les animaux, la panthère des neiges est très menacée. Elle est menacée malgré la difficulté à la trouver, pour d'abord la dégradation de son habitat. Donc, elle n'est pas toujours dans ces zones complètement désertiques dans lesquelles il y a pas grand-chose, hein. Elle peut être dans des altitudes moins élevées dans lesquelles il peut y avoir une dégradation de l'environnement. Donc ça, évidemment, ça nuit à l'augmentation du nombre d'individus dans les populations. Ensuite, elle est bien entendu chassée pour sa fourrure, hein. On considère qu'entre 2008 et 2016, il y a eu une panthère des neiges qui a été chassée par jour pour sa fourrure. C'est très compliqué, comme pour les autres espèces, d'avoir des chiffres précis sur les proportions d'animaux chassés. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est plutôt mieux que ça ne l'était en 2016, hein, et ça, c'est parce que y a un renforcement de la veille, un renforcement aussi de la qualité du travail des organisations qui font un travail incroyable pour les protéger, et qui contribuent aussi à limiter cette problématique. Et puis les panthères des neiges, comme la plupart des carnivores, mais aussi de nombreux herbivores, elle est en conflit avec les humains. Donc pour une panthère des neiges qui a besoin de se nourrir, hein, elle a besoin de chasser des grands herbivores, même si au Ladakh, la proportion de plantes, de végétation consommée par les individus peut aller jusqu'à 40%. Donc on peut trouver jusqu'à 40% de végétation dans les crottes des panthères des neiges. Elle a évidemment d'abord besoin de viande, donc elle peut aller chasser dans les enclos, et donc s'attaquer aux moutons, aux chèvres principalement, mais aussi aux vaches, aux yaks. Elle peut s'attaquer aussi à des chevaux, et puis elle peut s'attaquer aussi aux chiens. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, alors d'abord, ce qui est évidemment inquiétant, c'est qu'il y a des répercussions, hein, bien sûr, des représailles qui sont inquiétantes pour l'espèce, mais aussi tout à fait compréhensibles pour ces populations qui vivent très souvent dans des conditions précaires et difficiles. Donc, c'est tout à fait compréhensible, mais ça a un impact évidemment très important sur le nombre d'individus. Et puis, pour revenir aux chiens, en fait, les panthères mangent les chiens, mais les chiens s'attaquent aussi aux proies. Et quand il y a une meute de 4-5 chiens qui, pour certains, sont redevenus sauvages, puisque c'est le cas dans de nombreux endroits du Ladakh, donc les chiens finalement deviennent des animaux qui sont en compétition totale avec les panthères des neiges et qui peuvent s'attaquer à ces proies. Donc une diminution des proies a aussi un impact très négatif, évidemment, sur les populations de panthères des neiges. Donc les risques sont quand même assez nombreux. Et la dernière menace, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Alors là aussi, les contrôles se sont renforcés, même si parfois les personnes qui sont censées appliquer les lois sont impliquées dans les trafics, hein. C'est le cas, on va parler des bonobos, mais bien sûr aussi chez les grands singes. Il y a encore les os des panthères des neiges qui sont utilisés dans certains produits de la pharmacopée traditionnelle chinoise, alors qu'évidemment, il n'y a pas de vertu prouvée jusque-là. Voilà. Tu connais cette image-là que j'avais commencé, hein? Oui. Est-ce que je la trouve? C'est celle-là. Bon, Ouais. je ne sais pas si pour le coup, est-ce qu'on la voit bien? Alors là, bon, elle est en vignette, hein, donc, mais donc c'est Vincent Munier, hein, qui est un photographe
animalier très, très connu, et qui prend en photo cet oiseau. Peut-être que toi, tu connais son espèce, moi non. Et il se rend compte au développement qu'il y a deux petits yeux ici qui la regardent. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Enfin bon, c'est assez... c'est un peu les cadeaux qu'elle nous fait, cette panthère des neiges. C'est ça, parfois, elle est là, elle est sous nos yeux, on ne la voit pas, mais elle est bien là. Ouais. Ouais. Renaud, merci de ce témoignage. Donc, sur la Panthère des Neiges, on peut peut-être rappeler que tu as fondé donc une ONG, c'est aussi comme ça que nous on s'est connus, qui s'appelle Aweli et qui a longtemps été investie dans ce travail justement de la relation entre l'homme et l'animal. Peut-être que tu peux nous en dire deux mots. Et puis après, on va parler des deux programmes quand même assez exceptionnels qu'on réussit à faire partir en février. Le premier donc sur les tigres et puis le suivant donc sur les bonobos donc au Congo. Oui, merci Eric. Alors, en deux mots, Aweli donc, est une organisation que j'avais créée en 2005 et qui, en effet, jusqu'à fin décembre, hein, puisque on a finalement décidé de dissoudre l'association là, il y a quelques jours seulement. Pendant toute cette durée, on a travaillé dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud sur des problématiques qui étaient principalement des problématiques de coexistence entre humains et animaux. Donc, le cas de la panthère des neiges, alors on a tenté de monter à un moment un programme au Bhoutan sur les panthères des neiges, et puis finalement, ça ne s'est pas fait, mais on a beaucoup travaillé sur les problématiques en lien avec le tigre. Donc, toutes les situations dans lesquelles le tigre s'attaque non seulement au bétail, mais aussi, bien sûr, parfois aux humains, et puis également avec les éléphants, avec les rhinocéros, avec les grands singes, hein, puisqu'on a aussi travaillé sur les gorilles et les bonobos. Et les bonobos, donc là, c'est un moyen de faire un petit lien avec la suite, qui sont des animaux qui, bien sûr, sont particulièrement menacés, notamment parce qu'ils ne vivent que dans un pays, la République démocratique du Congo, dans laquelle faire appliquer les lois de protection est particulièrement difficile. Mais qui, dans certains cas, et à l'endroit dans lequel on propose à nos voyageurs d'aller les voir, sont parfois en conflit avec les humains. Donc ça, c'est paradoxalement une excellente nouvelle, parce que même si c'est préjudiciable pour les humains et parfois pour les animaux, c'est quand même un bon signe d'une présence importante d'abord des animaux dans la zone, et puis d'une relative tolérance des humains, et en l'occurrence, les dégâts ne sont pas conséquents, donc ce n'est pas vraiment un problème. Et donc voilà, donc ça c'était Aweli. Avant de passer aux questions, est-ce que tu peux nous brosser un portrait finalement type d'un voyage animalier tel que tu les proposes, et en particulier avec les deux prochains départs donc sur les tigres au Népal, si je ne m'abuse, et les bonobos donc au Congo, Kinshasa pour le coup. Donc, c'est ça. Oui, alors là, on est à nouveau dans deux voyages d'observation. Donc, les conditions sont quand même moins complexes, compliquées et plus accessibles au grand public. Ce sont vraiment dans les deux cas des voyages qui sont tout à fait accessibles à chacun. Donc, il n'y a pas de difficulté. On pourrait même imaginer un voyage familial, autant pour aller voir les tigres au Népal que pour aller voir les bonobos en République démocratique du Congo. Ce qui caractérise le voyage tigre, c'est qu'on est dans le sud du Népal, dans le Térail, dans une zone qui est à la frontière indienne, vraiment dans le grenier à grains du pays, donc une zone qui est très différente de ce qu'on trouve au nord avec les montagnes, et puis la zone des plaines avec Katmandou, qui est la zone intermédiaire. Et donc là, il y a une population de tigres qui est en croissance, il y a de plus en plus d'animaux, et ça, c'est évidemment à mettre au crédit des organisations de conservation de la faune qui travaillent dans la région, dans laquelle d'ailleurs à Aweli, nous avons travaillé pendant longtemps sur justement cette problématique des tigres. Et là, il y a une particularité que personnellement je trouve exceptionnelle, c'est qu'on va voir les tigres à pied. Donc en fait, les patrouilles, elles ne se font pas dans un 4x4 comme on peut faire dans un safari classique en Afrique de l'Est. Là, on va à pied. Donc on se déplace dans l'habitat du tigre à pied. Alors évidemment, pour certains, ça semble totalement contre-intuitif, et ce n'est pas totalement incohérent de voir les choses comme ça. Mais en fait, bien sûr, c'est avec un pisteur ou une équipe totalement qualifiée, qui a aussi une grande connaissance du parc, du tigre et de ses proies. Et comme pour les panthères des neiges, en fait, pour trouver le tigre, on écoute ce qui se passe. Et là, ce n'est pas les oiseaux ou les herbivores qui vont donner des signes d'indication de la présence de l'animal, c'est plutôt les singes, par exemple. Alors, quelques oiseaux, mais aussi les singes. Et donc, en fonction de ça, le pisteur va avoir la capacité de trouver l'animal.
Et puis c'est aussi qu'à cette période de l'année, donc là on est en février, donc on est loin de la saison des pluies, hein, qui a lieu pendant notre été en Europe, en France. Et donc, il fait sec, donc il y a moins d'eau. Et donc, bien entendu, l'animal a beaucoup plus tendance à aller chercher le moyen de se rafraîchir et donc se met dans la rivière. Donc, les patrouilles se font à proximité de la rivière, mais toujours, évidemment, à une distance tout à fait respectable. Donc, l'animal n'a absolument pas idée de la présence de l'humain au moment de l'observation. Et les observations, pourtant, peuvent se faire pendant très longtemps. Donc, ça, c'est ce qui caractérise vraiment ce voyage tigre qu'on a mis en place au sein de Saïga. Et pour le voyage Bonobo, qui est également un endroit où je me suis rendu à plusieurs reprises, là on est à 300 km au nord de Kinshasa, donc la capitale de la République démocratique du Congo. Ce qui caractérise ce pays, c'est quand même une qualité d'infrastructure assez limitée. Donc en fait, il y a des routes, mais il n'y a pas des routes partout. Donc pour rejoindre le programme, on y va en pirogue. Donc le voyage en pirogue se fait en une journée, avec un canot, une pirogue avec un moteur puissant, donc assez rapide. Ce simple voyage est exceptionnel, hein, parce qu'on voyage sur le fleuve Congo, hein, comme Tintin, avec les villages sur les bords. Et puis, on va dans ce programme, qui est un projet de conservation qui a été mené par une équipe congolaise. Donc, c'est aussi ce qu'on aime dans ce projet, c'est que c'est un projet au Congo, créé et encadré par une équipe locale, une équipe congolaise. Et donc, ce qui est formidable, c'est qu'on voit les animaux avec une vraie facilité, puisque ce sont des animaux qui participent à des programmes d'habituation depuis de nombreuses années maintenant. Donc, ils sont habitués à la présence humaine. Et il y a plusieurs groupes qui sont suivis dans différentes zones autour du village dans lequel les voyageurs sont basés. Et donc, le matin, on part avant le lever du soleil, en fonction de l'endroit qu'ont indiqué les pisteurs qui les ont observés jusqu'à leur coucher, puisque les bonobos, le soir, ils construisent un nid dans les arbres et puis ils s'installent. Donc, on sait où ils sont, en fait. Donc, il suffit de revenir avant qu'ils se réveillent, s'installer en dessous, d'attendre que le soleil se lève, enfin que la lumière pointe, c'est même pas le soleil se lève, c'est dès qu'il y a un peu de lumière, ils se mettent en activité. Et donc là, on les suit dans la forêt. Donc c'est, enfin, moi, pour avoir vécu cette expérience, c'est tout aussi émouvant que de voir une panthère des neiges pour la première fois. C'est vraiment quelque chose de magique, quoi. Voilà pour ces deux voyages. Merci Renaud. On va passer, on a quelques questions. Donc, alors, la première, Catherine, comment est perçue la présence de la panthère? Tu en as un peu parlé par les éleveurs nomades et attaque-t-elle les troupeaux? Bon, donc, tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu aurais un ou deux mots, un ou deux éléments supplémentaires à nous fournir là-dessus? Et Oui, bien d'ailleurs, sûr. dans Oui. l'équipe, du coup, dans l'équipe qui accompagne, est-ce qu'il y a d'anciens éleveurs? Est-ce qu'il y a des éleveurs actuels enfin donc des nomades qui participent? Cette équipe locale est constituée plutôt de quel type d'origine, en fait? Ou alors c'est plutôt des universitaires locaux, etc. Alors, c'est plutôt entre les deux. C'est Jigmet, qu'on a vu à plusieurs reprises sur les photos, donc, qui est le chef pisteur, travaille pour une organisation de conservation qui donc travaille à la préservation de la panthère des neiges. Donc lui, c'est aussi un spécialiste de la panthère des neiges et de sa conservation, en tout cas dans la région dans laquelle on est. Et pour répondre donc à cette question, ce qui profite à une perception positive de la part des populations, c'est justement le travail des organisations locales. Donc, à partir du moment où le bétail est attaqué, il y a bien entendu une réaction naturelle des villageois qui est de vouloir tuer l'animal, hein, et donc souvent elle est empoisonnée. Donc ça peut se produire, et en particulier dans des zones où il n'y a pas de travail d'ONG ou pas d'assistance ou d'aide gouvernementale. Alors, dans la plupart des zones où vit la panthère des neiges, il y a des aides, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont dédommagés, comme ça peut être le cas chez nous avec les loups. Donc, il y a un dédommagement, mais qui demande de la paperasse, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça génère bien entendu de la frustration. Et donc là, Jigmet et son équipe, puisque pour finir de répondre à cette question, dans l'équipe, ce sont soit d'autres personnes qui travaillent aussi avec lui au sein de son organisation, enfin de cette organisation, et notamment son fils, et sinon, ce sont des gens de son village. Donc, des jeunes du village que lui a formés et qu'il a formé vraiment de A à Z au pistage dans la panthère des neiges. Donc, voilà, pour répondre à la question, au départ, plutôt un sentiment assez négatif,
qui, en fonction des zones où vit l'animal, peut se transformer en quelque chose d'assez positif, donc une vraie acceptation de la présence de la panthère des neiges. Et en l'occurrence, là, on a vu sur la vidéo cette dame qui vend des petites peluches de panthère des neiges. Donc ça, ce sont des gens qui participent à des projets de conservation, donc qui notamment peuvent accueillir des touristes dans les homestays, donc les endroits où on dort. Les gens qui viennent voir la panthère des neiges, ça rapporte des revenus à ces populations. Donc en tout cas, au Ladakh, il y a plutôt une perception positive de l'animal. Est-ce que tu peux donner les dates des tigres et des bonobos? Ah, Les ça, deux personnes. Est-ce que une tu as ça en tête? Mais sinon, question je vais regarder. difficile. Oui, alors les tigres, si je me souviens bien, c'est un départ mi-janvier, mais j'ai plus la date exacte en tête. Mi-février. Mi-février, pardon, oui. Et les bonobos, c'est plutôt fin février et retour aux alentours de la mi-mars. Mais en tapant Saïga Voyage et Bonobo et Saïga Voyage Tigre, vous tomberez dessus directement. Et en effet, donc il y a deux personnes inscrites sur le voyage Tigre et 2 personnes également inscrites sur le voyage Bonobo. Donc il y a encore de la place. Et si vous souhaitez d'autres infos, je serais ravi de vous en parler au téléphone, bien sûr, dans les prochains jours. Sur la meilleure période d'observation, donc c'est plus ou moins maintenant, tu confirmes? Pour la panthère des neiges? Pour la panthère des neiges, pardon, je reviens là-dessus. Oui, alors en fait, la bonne période, elle s'étale de octobre jusqu'à avril, en fait. Donc, ce qui est très positif dans chacune de ces périodes, c'est qu'en novembre, on a donc de bonnes chances de l'observer, vous l'avez vu. Il fait encore une température relativement supportable. Bon, certains vont dire -15, c'est quand même un peu froid, mais bon, en tout cas, ça va. En janvier, donc quand on avance plus tard dans l'année, donc à la période dans laquelle on se trouve actuellement, il fait plus froid, mais il y a l'avantage d'avoir une probabilité de neige plus importante, donc une facilité d'observation qui va être accrue. Et puis si on va un peu plus tard dans l'année, donc on se rapproche plutôt de mars-avril, là on va avoir, enfin plus on avance, plus on va se retrouver dans les périodes de reproduction. Et donc là, on est à une période où, évidemment, le mâle et la femelle, c'est le seul moment où les territoires, enfin, les animaux se rapprochent, bien sûr. Et donc là, on a des vocalisations entre les individus qui peuvent aussi faciliter les observations. Donc, en gros, c'est d'octobre à avril, c'est vraiment les meilleurs moments, quoi. D'accord. Alors, j'ai regardé là, les dates. Donc, les bonobos, c'est donc 16 jours et c'est du 11 au 26 février. Ah oui. Et l'observation des tigres, donc au Népal, c'est 16 jours également et c'est du 27 février au 14 mars. Ah oui, voilà, j'ai inversé les deux, mais c'est ça. Ouais. Et tu confirmes que les deux sont bien garantis. Ouais, absolument. Bien Ouais, ça, les deux partent, ouais. Tu as parlé donc de l'environnement de marche et tout, mais globalement en termes d'heures de marche, quand vous étiez plutôt donc actif, et en termes de dénivelé positif et négatif, ça ressemble à quoi plutôt? Alors, la journée la plus sportive, c'est donc une journée au cours de la première partie du voyage, donc quand on était au campement avec les nuits sous tente. Je pense que si on pense au temps cumulé de marche sur la journée, ça doit représenter 3 heures peut-être sur la journée complète, parce que comme je l'ai dit, on passe plus de temps arrêté qu'en déplacement. Et en dénivelé, le jour où on a le plus marché, alors on s'est séparés. Enfin, c'est pas qu'on s'est séparés, c'est-à-dire qu'on est 4 à avoir souhaité aller un peu plus loin à un moment. Donc, on a laissé le reste du groupe avec les pisteurs qui préparaient le déjeuner, puis on a marché plus haut. Et là, on a dû faire en tout 400 mètres, entre 300 et 400 mètres de D+, en sachant que le reste du groupe avait dû faire 100 mètres de plus, donc entre 200 et 300, quoi. Voilà, ça c'est une journée, c'est le maximum d'une journée, quoi. Combien d'années, si ça se compte en années, une femelle peut-elle rester dans la même zone? Alors, la même zone, c'est jamais très longtemps, en fait. Oui, C'est-à-dire que ça sera plus la même femelle, en fait. C'est-à-dire qu'on peut retrouver une panthère des neiges, mais il y a de fortes chances pour que ça soit plus la même. C'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir un territoire qui va se croiser, se chevaucher, donc à un certain moment, au moment de la période de reproduction, avec le territoire des mâles. Mais il n'y a pas d'individu qui reste d'une manière définitive dans une même zone. Donc, elle va se déplacer, elle peut rester quelques semaines dans une zone et puis elle va se déplacer dans une autre zone de son territoire. Donc, et ça, c'est valable aussi pour les mâles, pas uniquement pour les femelles. D'accord. Quels sont les autres animaux donc présents dans cette zone
Et donc, elles se nourrissent de quoi en termes d'animaux là, plutôt sauvages, les panthères des neiges? Alors, les principales proies de la panthère des neiges, ce sont les ibex de Sibérie et les grands barrals. Donc, ces 2 animaux sont des bouquetins, hein, vraiment, sont des animaux qui sont très proches des bouquetins qu'on peut avoir dans nos montagnes en France. Ce sont des animaux qu'on voit avec une grande facilité, donc il ne se passe pas une journée sans qu'on voit au moins 2 ou 3 troupeaux d'au moins une de ces 2 espèces. Donc la panthère des neiges, elle va consommer un de ces animaux en moyenne tous les 10 à 15 jours. Et comme je le disais tout à l'heure, elle va passer environ une semaine sur la proie. Et donc, elle ne se nourrit pas que de ça. Ça, c'est les gros animaux, en fait. Mais bien sûr, elle va aussi se nourrir des pikas, hein, donc, qui sont des petits mammifères qui ressemblent à Pikachu, d'ailleurs, tout simplement. Voilà, pour parler du pika, c'est Pikachu. Donc, Pikachu est un pika. Donc, ces petits mammifères assez mignons qui vivent dans la caillasse, hein. Donc, quand on a une grosse zone de caillasse, on a de grandes chances, en se postant, en s'asseyant quelques minutes, de voir apparaître ici et là des pikas. Il y a des lièvres aussi qui font partie du festin, du menu, en tout cas de la panthère des neiges. Et puis, comme je disais tout à l'heure, de la végétation, hein, en fonction des zones, c'est plus ou moins important. Après, il y a les oiseaux, enfin voilà, les petits mammifères et les oiseaux, en plus des gros mammifères et de la végétation. Ok. Bon, écoute, on n'a plus de questions, me semble-t-il. Moi, j'avais une question et puis un commentaire lorsque j'avais fait un trek vers le Kanchenjunga, donc côté par l'Inde, hein, côté indien. Donc, en fait, il y a cette partie de l'Inde qui est méconnue, mais entre l'est du Népal et coincée entre l'est du Népal et le Bhoutan. D'ailleurs, avec le nord qui jouxte la Chine et du coup avec souvent des conflits dont on entend épisodiquement parler. Donc, quand on était arrivé, c'était une espèce de belvédère qui devait être à 4008-4009 avec le Kanchenjunga devant nous. Alors bon, il y avait un peu de brume, on ne voyait pas tout, mais enfin, c'était quand même assez exceptionnel. Et alors que quelques années auparavant, en tout cas de ce qu'on savait, on pouvait tout à fait continuer, traverser et puis s'approcher des pans du Kanch. Là, c'était interdit et il y avait un grand panneau disant « Réserve Panthère des Neiges, interdiction ». Caméra, etc. Enfin bon, donc tout à coup, on se retrouvait dans une espèce de monde de George Orwell et tout. C'était assez flippant. Donc ça, c'est une réalité ou c'est parce qu'il y a des manœuvres militaires pas trop loin et qu'en fait, ils veulent qu'on leur fiche la paix? Sûrement un peu des deux, d'ailleurs. Oui, peut-être. Alors, je ne connais pas ce cas particulier, mais on peut imaginer les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai travail des ONG, hein, et il y a en parallèle certains gouvernements qui ont une vraie volonté. Alors, les gouvernements changent, hein, bien sûr, mais il y a des pays dans lesquels il y a une volonté vraiment avérée de protection de leur nature et de leurs espèces. Donc, il y a des zones où vit la panthère des neiges. Et le Ladakh, c'est le cas, hein. Au Ladakh, les panthères des neiges sont réellement protégées. Et il y a une vraie volonté de la part non seulement du gouvernement indien, mais aussi de la part des ONG locales de faire du travail. Et on a vu aussi ce type de pancarte dans la zone, même si, comme tu l'as dit, bien sûr, dans la région de Leh, on voit des camps militaires sur des kilomètres et des kilomètres, puisqu'on est bien sûr tout près de la frontière chinoise. Ouais. Bien sûr. Écoute, Renaud, il ne nous reste plus qu'à te remercier de ce retour live. Et puis, oui, c'était il y a très peu de temps. Merci aux participants aussi d'avoir prêté leurs images, leurs mots à ce témoignage qui, je pense, a passionné tout le monde ici. Pour en savoir plus donc, sur les voyages d'observation du tigre et des bonobos, comme disait Renaud, rendez-vous sur le site de Saiga. Vous tapez Saiga sur Google et vous devriez tomber sur nous. Voilà, c'est donc prochain départ en février. Merci à tous, hein, et donc très bonne soirée. Bonsoir, merci Eric. Ouais, merci Eric, à bientôt. Bonne soirée merci à tous. Merci à tous, hein, à bientôt. Au revoir. Au revoir.